m'avoir invité. Bonjour à toutes et tous. Vous êtes prêts pour la DER parce qu'il y a un paquet de dia et ça va aller très très vite. Tout d'abord, qui a déjà fait une radiofréquence? 10 radiofréquences? 100? 1000? 5000? Voilà, on y va. Eh bien, il n'y a pas que moi qui en fais un paquet. À travers le monde, ça va crescendo. Ça va tellement crescendo que la plupart des assurances commencent à s'alerter de plus en plus. Il y a des critères de validité, de pouvoir les réaliser, des recommandations. J'ai passé tout cela. N'empêche, ça va crescendo. En pratique, il y a 3 types de radiofréquences sur lesquels je vais m'appesantir davantage, qui sont les 3 qu'on fait de plus en plus souvent. La radiofréquence conventionnelle, lésionnelle, la radiofréquence pulsée qui n'est pas lésionnelle, et la coulde RF qui est un modèle qui est de plus en plus développé sur lequel je vais revenir. La radiofréquence lésionnelle, la conventionnelle, on brûle, on lèse une structure nerveuse entre 70 et 90 degrés, une dégénérescence walérienne à ce niveau-là. On stimule bien sûr avant pour s'assurer qu'on est bien positionné avec une stimulation à 50 Hz pour éveiller une sensation locale en restant en dessous de 0,6 volts en moyenne, et à 2 Hz, on exclut une composante motrice. C'est de rigueur, que ce soit au niveau lombaire, thoracique ou cervical, puisque l'une des plus importantes indications de radiofréquence, c'est quand même le syndrome facétaire. La radiofréquence pulsée, on reste en dessous de 42 degrés, ce n'est pas lésionnel. Le modèle expérimental, le fonctionnement, je m'appesantirai un tout petit peu plus tard là-dessus, et le cooled RF, en fait, va contrevenir aux effets inadéquats de la thermocoagulation, de la radiofréquence conventionnelle, qui sont que le diamètre de la lésion est limité à 2 à 4 mm. Donc c'est très très restrictif comme potentialité de lésion. Le cooled RF, à travers le liquide qui circule autour de l'électrode, va diminuer cette température adjacente à l'électrode et va la diffuser. Et donc vous aurez 60 degrés au niveau de l'électrode, mais vous aurez 80 degrés à distance. Et quand je dis distance, c'est 10 mm. Donc c'est beaucoup plus intéressant. En plus, c'est sphérique comme lésion. Alors la conventionnelle, pour ceux qui ont l'habitude d'en faire, il faut être quasi parallèle par rapport à la fibre nerveuse. Si vous allez perpendiculairement dessus, de par ce que je viens d'expliquer avec les 2 à 4 mm, vous passerez probablement à côté. Si vous êtes pile parallèle, vous passerez à côté. Il faut être quasi parallèle. Le type de lésion, malheureusement, avec la radiofréquence conventionnelle, ce n'est pas sphérique, c'est plus ovalaire. Y a-t-il un intérêt d'augmenter les températures? Quand j'ai commencé il y a plus de 20 ans, c'était 68 degrés. On fait 70, mais ce qui est surtout important, c'est 80 degrés. 80 degrés pendant 2 minutes. Ça, c'est un message clé. Certains vont plus loin, 90 degrés. Et vous voyez sur cette dia que, au plus chaud, au mieux. Le degré d'efficacité est de loin beaucoup plus conséquent quand vous augmentez la température, bien sûr la durée également. Et donc, c'est minimum 2 minutes, voire 2 minutes et demie. Le cooled RF, c'est d'office 2 minutes et demie. La radiofréquence pulsée, on va de 2 minutes à 6 minutes. C'est très très variable en fonction des études qui sont, pour la plupart, malheureusement, de piètre qualité. Je m'en excuse, mais je ne suis pas partiellement responsable à ce niveau-là. Alors, radiofréquence conventionnelle, l'indication principale, ce sont les syndromes facétaires, que ce soit lombosacré, thoracique ou cervical. Il faut un bloc diagnostic positif. Bloc diagnostic positif, c'est-à-dire que vous allez infiltrer la branche médiane qui innerve l'articulation facétaire. Ce n'est pas une infiltration intra-articulaire, elle n'a aucun sens, elle n'a pas lieu d'être si vous voulez faire une thermocoagulation. Ce qui est garant de pouvoir préconiser, de postuler que vous allez faire la thermocoagulation, c'est un bloc diagnostic au niveau de la branche médiane. Quand je dis positif, ça doit être minimum de 50%. La plupart des études vous parleront même de 80%. Mais si vous avez un patient qui a plus de 50% de diminution de sa douleur et qu'en même temps il bouge comme je suis en train de bouger, qu'il voit la différence à ce niveau-là, c'est parfait, c'est jackpot. Et vous le savez très rapidement, une fois que vous avez fait l'infiltration, que ce soit sous scopie ou sous échographie, en tout cas au niveau lombosacré, thoracique cervical, il vaut mieux utiliser la fluoroscopie, le patient se lève, parce qu'il se lève immédiatement chez nous, il va vous dire directement s'il y a une différence ou pas, s'il sent une différence, rien qu'avec la mobilisation. Alors, les recommandations sont claires. Oui, les infiltrations des branches médianes et la thermocoagulation ont une place au niveau lombosacré, également au niveau sacro-iliaque, je reviendrai par après dessus. Ils ont également une place au niveau thoracique, branche médiane
thermocoagulation, donc radiofréquence conventionnelle, et également au niveau cervical. Alors cliniquement, est-ce que ça sert à quelque chose? Je suis brutal? Non. Non. En pré, ça ne sert à rien. Quand vous l'avez sur la table, que vous installez votre fluoroscopie, que le patient vous dit là où il a mal, vous allez appuyer sous contrôle de la fluoroscopie, vous pourrez centrer beaucoup plus les niveaux qui sont douloureux. Mais en préopératoire, l'extension, la flexion, ça ne vaut pas grand-chose. Les dermatomes vont vous aiguiller, mais après, c'est vraiment appuyé avec la fluoroscopie. Alors, vous voyez le nombre d'études qui sont reprises, c'est de l'ordre de la demi-douzaine parfois. Ici, il y en a 27 qui ont été établies. On voit que globalement, à 6 mois, à 1 an, il y a une diminution de la douleur. Si on regarde le score d'Oswestry, et ce score de capacité fonctionnelle centré pour la région lobo-sacrée, le NDI, le Neck Disability Index pour la région cervicale, il y a également une amélioration de la situation du patient avec une meilleure capacité fonctionnelle à 6 mois. Étude qui n'a pas son intérêt dans la courte durée durant laquelle elle a évalué le patient, mais surtout par rapport à ceci. L'obésité est un facteur péjoratif quant à la qualité de la thermocoagulation de la radiofréquence conventionnelle que vous allez réaliser. Si votre patient est obésissime, les résultats seront de loin beaucoup moins patents que ce que vous escompteriez, malheureusement. Alors, au plus le patient est en incapacité fonctionnelle et au plus les résultats seront également médiocres. Raison pour laquelle il faut à tout prix prendre ces patients en charge de manière pluridisciplinaire, sur base du modèle biopsychosocial. Je pourrais faire une petite parenthèse en disant que c'est encore le modèle biopsychosocial ou plutôt le modèle psychosocio-biologique dont il faut parler, ou le modèle socio-psychobiologique. Le débat est ouvert. Alors, à ce niveau-ci, je continue, j'enchaîne avec les cervicales. Malheureusement, au niveau cervical, vraisemblablement, de par notre inhabilité à pouvoir réaliser correctement les thermocoagulations, les études les mieux construites montrent qu'une infiltration de la branche médiane avec uniquement d'anesthésique locale, moyennant un peu de dexaméthasone, mais je le déconseille, apporte des soulagements tout aussi durables qu'une radiofréquence conventionnelle. Et la raison est liée à l'anatomie de la colonne cervicale et des branches médianes qui s'y trouvent. Tout d'abord, ce n'est pas par voie postérieure qu'il faut y arriver, c'est par voie latérale. De C2 à C6, C6, C7, généralement, les épaules sont un peu gênantes, donc à moins de tirer très très fort sur les épaules pour pouvoir y accéder, c'est une voie postérieure. Et ce qu'il faut finalement, ce n'est pas un seul point qui est centré sur le milieu, le centre du quadrilatère qu'on fait apparaître au niveau de la fluoroscopie, mais plutôt 2 points qui sont sur les parois latérales, tels qu'on les voit ici. Et donc il faut complètement changer notre paradigme et réaliser de nouveau des études à ce niveau-là. La pulsée, indication principale, la douleur neuropathique. Qui dit neuropathie dit radiofréquence pulsée. On ne va pas faire de la radiofréquence lésionnelle, de la radiofréquence conventionnelle sur une structure qui est déjà souffrante. Un nerf qui a été sectionné par un de nos amis chirurgiens, il est en souffrance, ce qu'il faut, c'est essayer de le régénérer. Et la radiofréquence pulsée va pouvoir aider en cela. Et donc, l'une des principales indications sur lesquelles je viendrai directement après ceci, c'est notamment les lésions post-herpétiques, ce sont les trigeminalgies, et en fait la pulsée, elle agit en diminuant, en coupant court par rapport au circuit inflammatoire qui s'est développé au fur et à mesure. Vous voyez sur cette dia qu'il y a énormément de phénomènes qui interagissent dans la soupe inflammatoire qui se voient inhibés de par la radiofréquence pulsée. Vous en avez d'autres qui sont promulgués, et il agit également au niveau de la microglie, en diminuant l'effet inflammatoire médié par la microglie. Ça prend du temps. Là où une radiofréquence conventionnelle, généralement, dans les 3 premières semaines au mois, on voit déjà une nette différence. La radiofréquence pulsée, avertissez vos patients, ça peut prendre 4 à 6 semaines. Alors, qui dit trigeminalgie et dit faire attendre les patients 6 semaines peut paraître pour un criminel. C'est pour ça qu'on continue plutôt à faire de la radiofréquence conventionnelle là-dessus. Mais donc, je vous l'ai dit, ce sont les douleurs neuropathiques, c'est surtout les neuropathies post-herpétiques. Faire de la radiofréquence pulsée sur un ganglion rachidien, ça donne assez bien, c'est bien reconnu, et c'est durable, puisque ça va de 6 mois à 1 an. Alors l'autre site qui nous intéresse énormément dans les neuropathies, ce sont ces ganglions rachidiens chez les patients qui souffrent de lomboradiculalgie chronique ou de cervicoradiculalgie chronique, ou du syndrome spinal post-opératoire, l'ancien Fehlbach Surgery Syndrome.
Très chouette étude. Les images classiques qu'on s'attendrait à avoir en infiltration foraminale, c'est la même chose pour les radiofréquences pulsées. Et vous voyez une nette efficacité de la radiofréquence pulsée en comparaison d'une infiltration foraminale essentiellement avec des anesthésiques locaux, que ce soit au niveau de l'incapacité fonctionnelle et également au niveau de la douleur. Et c'est patent sur quand même une période assez conséquente. On estime globalement que le patient est soulagé pendant un trimestre avec cette radiofréquence pulsée qui n'est pas lésionnelle, pour rappel. Alors, au début, c'était non reconnu, maintenant ça devient petit à petit évident que ça a un intérêt. De même, au niveau cervico-radiculaire, les ganglions rachidien à ce niveau-là peuvent également bénéficier de radiofréquences pulsées, et vous voyez que le bénéfice est quand même de nouveau patent. Alors, il y a certaines indications pour lesquelles c'est beaucoup plus flou. Est-ce que je fais de la radiofréquence pulsée? Est-ce que je fais de la radiofréquence conventionnelle? Et en fait, le système sympathique fait partie de ce flou. Je vais trancher assez rapidement le débat. Qui dit ganglion stellaire pour des douleurs oncologiques en lien avec la tête, le cou ou les membres supérieurs utilisera plutôt, aura une plus grande propension à utiliser la thermocoagulation, c'est-à-dire la radiofréquence conventionnelle. On va léser ce ganglion stellaire, on va le détruire. Par contre, si c'est du non-oncologique, on aura plutôt tendance à faire de la radiofréquence pulsée. C'est patent. Dans cette étude-ci, ils ont osé, bien sûr, détruire soit par radiofréquence conventionnelle, soit par alcoolisation. Pour ceux qui continuent à bombarder du phénol sur ces structures-là, le phénol est plus efficace que la radiofréquence conventionnelle, oui. Il faut pouvoir le maîtriser. Ganglion impar, de nouveau, le dernier ganglion sympathique de notre organisme. Radiofréquence a un certain intérêt, beaucoup moins dans cette étude-ci, mais je vous ai dit tout à l'heure que ça prenait entre 4 à 6 semaines pour faire effet, et là, ils se sont arrêtés à 6 semaines. Énorme billet dans cette étude. Trigeminalgie, je vous ai dit, ça fait partie des pires douleurs. On sait très bien qu'un patient qui se plaint de trigeminalgie, de névralgie trigeminale, et qui dit qu'il va se suicider, il va le faire. Donc, ce sont les antiépileptiques. Et puis, la thermocoagulation très très rapidement. Les désagréments liés à la thermocoagulation, ce sont d'une part les déficits musculaires au niveau du masséter, l'hypoesthésie, l'anesthésie qui peut même survenir. Donc, on a parfois tendance à vouloir juste faire de la radiofréquence pulsée, et ça fonctionne. Une 80aine de patients qui se sont vus bien soulagés avec. Mais l'idéal est probablement de pouvoir associer une thermocoagulation, c'est-à-dire une radiofréquence conventionnelle, à des températures plus basses que les 80-90 degrés, 70 degrés par exemple, associées à la radiofréquence pulsée, le futur. J'arrive petit à petit à la fin, j'espère que je ne vous ai pas assommé. La coule des RF. La coule des RF, il y a 3 énormes indications actuellement. C'est en train d'exploser. Ce sont d'une part les douleurs liées à l'articulation sacro-iliaque, d'autre part les gonalgies, qu'elles soient post-op ou chroniques, et les scapulalgies dans une moindre mesure. D'ailleurs, le champ d'action de la coule des RF est tellement important que vous voyez, elle a repoussé la flèche vers le haut. Donc ça, c'est très très bien. La sacro-iliaque, la radiofréquence conventionnelle, elle est efficace, oui. Mais les complications liées à la radiofréquence, c'est que, comme vous le voyez sur la figure, eh bien, c'est 9 points qu'il faut faire au minimum. Il faut radiofréquencer L5, S1, S2, S3. Les branches se subdivisent ou se trichotomisent, si je peux m'exprimer comme ça, néologisme. Donc c'est quasi 9 à 12. Plantez autant d'aiguilles sur votre patient, il ne va pas vous remercier. D'où l'idéal, la radiofréquence, le cool d'RF, qui va permettre d'avoir un champ de diffusion d'1 cm. Et vous pourrez englober l'entièreté. Ce n'est pas remboursé en Belgique. Il y a des études en cours qui comparent l'ARF versus la cool d'RF. Mais nous, on l'a toujours fait à usage compassionnel. C'est des milliers d'euros qu'on paye dans notre poche pour aider nos patients. On participe actuellement à une étude multicentrique. Les gonalgies, 3 rameaux très intéressants. Le supralatéral, le supramédian et l'inframédian. On ne touche pas à l'infralatéral parce que c'est notre fibulaire et le patient ne sera pas très content non plus. Très intéressant de le faire sous échographie puisque le nerf accompagne l'artère. On le voit très très bien là-dessus. Sous scopie, vous pouvez, mais c'est beaucoup plus
inadéquat parce que les complications sont quand même assez importantes. Dans cette étude-ci, on voit que les résultats sont beaucoup plus efficaces si vous le faites sous échographie. Et les complications que vous voyez qui peuvent aller de l'infection à l'hémarthrose, à d'autres complications qui, chez une patiente, ont notamment nécessité la mise en place d'une prothèse de genou parce qu'elle avait un farci, à ce niveau-là, peuvent être quand même assez patents. La problématique, c'est que ces 3 ramis génicularis ne suffisent pas. Ils ne suffisent pas. Et donc, il faut probablement cibler d'autres nerfs. Je ne m'appesantirai pas là-dessus. Scapulalgie, de très très belles images, ça reste des images. En clinique, on ne le fait pas énormément. C'est surtout le nerf suprascapulaire qui nous intéresse à ce niveau-là, qu'on peut choper, comme vous le voyez, sur le schéma. En conclusion, j'y suis arrivé, 7 secondes. Donc, radiofréquence conventionnelle, ce sont les douleurs arthrosiques, les syndromes facétaires et les trigéminalgies. Vous parlez de neuropathie, c'est la radiofréquence pulsée. Vous avez un système de soins de santé qui va rembourser ou qui veut rembourser la COUL-DRF, ce seront les gonalgies et les sacralgies, scapulalgies, je les mets de côté. Et je vous remercie pour votre attention, parce que vous avez été courageux.